Bonjour Isabelle Giordano. Bonjour. Ravie de vous accueillir aujourd'hui pour la série d'interviews de leaders engagés que propose la communauté Les Entreprises s'engagent, que maintenant vous commencez à bien connaître. Déjà, première question, comment allez-vous? Je vais bien. J'essaye d'être engagée. Voilà, j'essaye moi aussi, à mon humble poste, j'essaye moi aussi de montrer que l'engagement, ça peut être vraiment un vrai sens dans la vie. Alors vous dites humble poste, vous avez quand même, on vous connaît, vous êtes quand même une des personnes reconnues pour son engagement. Si on revenait un tout petit peu en arrière, on vous a connu comme journaliste, notamment spécialiste de culture sur Canal, sur France Télévisions, très appréciée, très aimée. Vous êtes aussi toujours présidente de l'association Cinéma pour tous. Vous avez été DG d'Unifrance. Et puis aujourd'hui, donc vous êtes également déléguée générale de la fondation BNP Paribas, qui est une fondation qui œuvre énormément dans beaucoup de domaines, notamment pour l'égalité des chances en France. Alors, je voudrais savoir justement, quel est ce cheminement de votre vie? Vous avez eu plusieurs vies, on peut dire ça, ce qui n'est pas si souvent en France. Donc, je trouve que c'est très admirable. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Je ne sais pas si c'est admirable, mais en tout cas, il y a un fil conducteur et j'ai l'impression de faire le même métier depuis plus de 25 ans. J'aime transmettre, j'aime donner à réfléchir et j'aime surtout avoir le sentiment d'être utile et j'aime agir pour transformer la société. Donc c'est vrai que quand on a la chance de parler à des millions de téléspectateurs ou à des auditeurs quand on est à la radio, quand on a la chance aussi de pouvoir emmener vers l'intérêt général toute une profession comme celle du cinéma français qui dit beaucoup à travers ses films, à travers ses réalisatrices, à travers ses acteurs et ses actrices. Et aujourd'hui, effectivement, à la tête du mécénat de BNP Paribas, et j'ai la chance effectivement de pouvoir diriger une des plus belles fondations françaises, je crois qu'effectivement, c'est le même souci de l'intérêt général, mais surtout le même souci d'impact et de se dire que l'on peut vraiment transformer la société et améliorer la vie des gens. Donc on peut le faire par le divertissement quand on est à la télévision, et puis je pense que le cinéma aussi nous permet aussi d'agir et de réfléchir. Et aujourd'hui, quand j'ai dit humble, c'est parce que finalement, ce qui m'anime depuis que j'ai 20 ans, c'est que j'ai envie de changer le monde, comme beaucoup de gens et comme vous-même, j'imagine. Et on se dit, oui, c'est impossible, c'est l'Himalaya. Mais avec la politique des petits pas, ou comme on dit, les petits ruisseaux, je crois qu'il y a beaucoup de choses que chacun peut faire. En tout cas, chacun a sa responsabilité, chacun peut contribuer. Vous dites humble parce que... la tâche est immense. Voilà, exactement. Mais l'ambition est grande, on est d'accord. Ouais. Et rendu difficile par la période actuelle où on a l'impression que les crises s'accumulent les unes au-dessus des autres comme un millefeuille. Et c'est vrai qu'entre les défis de l'environnement, les défis des inégalités sociales, cette éco-anxiété qui monte partout dans le monde, depuis le Covid, le risque de pandémie supplémentaire, on a l'impression, la guerre en Ukraine, voilà, je ne vais pas citer tous les problèmes, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une petite accumulation depuis 3 ans de crise qui rendent nos tâches à ceux qui sont effectivement dans cette vocation humanitaire, on a l'impression que la tâche est encore plus ardue. Mais il existe des solutions et peut-être que les solutions d'aujourd'hui ne sont pas celles qui étaient celles d'hier. Voilà. Oui, mais justement, est-ce que vous pourriez comparer, par exemple, vous qui êtes du coup une femme engagée depuis le début, est-ce que vous pensez que l'engagement a changé de forme entre il y a 25 ans et aujourd'hui? Et puis, autre question, j'aimerais savoir où vous allez chercher. Quelle est la source? On aime toujours savoir pourquoi vous voulez être utile. Qu'est-ce que vous allez chercher comme source de motivation? J'ai l'impression que ma vitamine C, c'est la colère. C'est-à-dire que je n'arrive pas à m'y faire. Il y a trop d'injustices en France et partout dans le monde. On sait que notre pays est le pays le plus inégalitaire d'Europe en ce qui concerne l'éducation. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique qu'à cause d'un milieu social, à cause d'un quartier où on habite, à cause d'une couleur de peau, on n'ait pas les mêmes chances que d'autres. On sait que la vie est plus difficile la plupart du temps sur la planète pour les femmes, sans doute voilà, dans la plupart des cas. Donc pour toutes ces raisons, ma colère ne s'est jamais calmée et du coup, je trouve que plutôt qu'une colère qui détruit, je préfère la colère constructive, celle que j'ai pu voir quand j'ai croisé Sœur Emmanuelle ou l'abbé Pierre, quand je les ai interviewés. Oui, c'était très dynamique, très en colère. Mais Coluche aussi, j'ai appris beaucoup de lui, avec cette capacité d'impact, de se dire, voilà, on vote une loi et on change vraiment la vie des gens. Donc du coup, c'est vrai que j'ai remarqué autour de moi que la plupart du temps, il existe une colère qui peut être saine et constructive, et c'est sans doute ça qui m'anime. Est-ce que l'engagement a changé depuis 25 ans? Oui, il a surtout changé depuis le Covid.
L'engagement est devenu une affaire d'État, pas seulement, mais une affaire d'entreprise. Et on le voit bien avec ce mouvement quand même général qui a embarqué au début une dizaine, une centaine, maintenant 65 000, 70 000 entreprises et encore beaucoup d'autres avec un objectif très clair de dépasser les 100 000 et les 200 000 entreprises engagées en France. Donc effectivement, BNP Paribas a été, je crois, la première des entreprises en France, du CAC 40 en tout cas, à installer la notion d'engagement au niveau du COMEX comme un pilier stratégique dans vraiment la ligne de ce qu'il y a à faire pour les postes fondamentaux de l'entreprise et puis pour vraiment avoir cette transition, cette transformation de l'entreprise de l'intérieur. Et donc, c'est vrai que l'engagement est une affaire de responsabilité pour les chefs d'entreprise. On sait qu'avec les lois, avec les obligations de la RSE, il y a également un certain nombre d'obligations. Mais surtout, si l'engagement a changé, c'est sans doute grâce au Covid, j'ai envie de dire grâce ou à cause. Je crois que depuis cette période-là, tout le monde a senti qu'il y avait effectivement un ancien monde, un nouveau monde, et les jeunes générations en plus nous poussent aussi. J'ai vu récemment une étude de l'Institut de l'engagement qui montrait que 51% des jeunes de 18 à 24 ans boycottaient certaines marques parce qu'elles ne respectaient pas un certain nombre d'engagements. C'est beaucoup, 51%. Et ça va, à mon avis, encore augmenter. Donc du coup, aujourd'hui, n'importe quelle entreprise est obligée de tenir compte, soit parce qu'elle y est obligée, soit parce qu'elle est sincère. Et c'est là, effectivement, où cette notion de greenwashing qui nous fait beaucoup de mal à nous, fondations et aux associations, je pense qu'il existe un greenwashing. Il existe des entreprises qui font semblant ou qui font un peu. Mais je pense qu'il y a aussi, entre les obligations et le fait que les consommateurs, les citoyens, comme on les appelle, je pense qu'eux aussi poussent à faire en sorte que les entreprises changent ou que le monde change tout simplement. Et c'est ça qui fait que cette notion d'engagement aujourd'hui est partagée par la plupart des gens. Oui, et vous avez tout à fait raison. Et est-ce que vous pensez qu'on peut faire sans les entreprises? Parce que là, vous nous parlez de leur engagement, qu'il fallait qu'ils y aillent ou ils y vont par conviction. Est-ce que c'est possible une société juste, durable, sans les entreprises? Absolument pas. Et je crois que le secret, ce sont justement ces nouvelles alliances entre les entreprises, l'État, les citoyens. Les trois ensemble constituent une force qui peut avoir un impact formidable. Il y a eu un exemple qui j'espère, va essaimer, va servir d'exemple pour d'autres. C'est l'exemple du collectif Mentorat, où avec une soixantaine d'associations, avec l'aide d'entreprises engagées, plus les pouvoirs publics, ils ont vraiment réussi à donner une dynamique qui a permis aujourd'hui de dépasser les 200 000 mentors en France. Oui, avec ça, c'est vraiment avec un aspect égalité des chances. Désolée. Non, je vous en prie, on va faire. Petite... Très bien. Donc, avec un aspect égalité des chances qui vous tient à cœur, vous l'avez dit, que vous portez avec la Fondation BNP Paribas, que vous portez avec Cinéma pour tous. Vous êtes membre d'ailleurs du collectif Mentorat, on est d'accord? Donc effectivement... Je suis moi-même mentor, très fière de discuter de temps en temps, pas assez souvent à mon goût, avec ma jeune mentor qui s'appelle Doué, qui est en première dans un lycée parisien et qui, voilà, avec qui j'ai beaucoup d'échanges. Oui, avec Télémac, avec une formidable association. Je vous suis sur les réseaux, donc je suis au courant. Mais c'est vrai que ça m'apporte beaucoup, ça me permet... Voilà, et Antoine Cyr, le directeur de l'engagement de BNP Paribas, et cette définition que j'adore, il dit mais en fait le mentorat ça nous rend meilleurs, ça rend l'entreprise meilleure, mais nous aussi on devient meilleurs. Et moi j'apprends beaucoup avec ma jeune mentor. Bien sûr, il y a toujours quelque chose à apprendre avec l'autre et c'est ça qui est fort. Et c'est aussi cette générosité que porte, j'ai l'impression, l'engagement tel que vous le prenez. Je voudrais revenir à nouveau du coup aussi sur une question un peu plus personnelle. Peut-être y avez-vous réfléchi. Vous avez raison, il y a des colères qui se transforment en opportunités finalement et en bien commun pour tous. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Quel est le processus que vit une sœur Emmanuelle, un Coluche ou vous-même qui fait que vous prenez quelque chose que vous ne voulez pas accepter et que vous le transformez en quelque chose de constructif? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je crois beaucoup à la force du non. Je suis quelqu'un qui dit souvent oui, j'ai du mal à dire non, mais en même temps, je me suis rendu compte au fil des années que dire non, c'est formidable. Rosa Parks, elle a dit non. Elle a dit voilà, je décide aujourd'hui de ne pas m'asseoir à la place qui m'est assignée
dans ce bus. Et je crois qu'effectivement, pour reprendre d'autres exemples de grands leaders qui ont vraiment opéré des changements fondamentaux, je pense notamment à Mandela qui a dit non à l'apartheid. Je pense à Desmond Tutu qui lui aussi a dit non, ou au docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, qui a dit non au fait qu'on mutile des femmes ou que le viol soit utilisé comme une arme de guerre. Je pourrais multiplier les exemples, mais en fait, si vous regardez bien, tous ceux qui ont vraiment permis de véritables changements, ce sont ceux qui ont décidé de taper du poing sur la table et de dire non. Donc on peut le dire avec le sourire, et effectivement, je crois que la philanthropie peut aussi être assez active. On peut se permettre effectivement, plutôt que de se dire qu'on va faire des chèques et voilà, donner de l'argent à droite à gauche à quelques associations, je crois qu'il est beaucoup plus intéressant de se servir de cet outil, de ce levier formidable qu'est le mécénat, pour essayer de vraiment faire un acte de véritable booster pour permettre de donner le pouvoir à ceux qui ont le pouvoir aussi de transformer la société. Donc c'est la capacité de dire non à un certain nombre d'injustices, et on ne va pas les lister, mais que ce soit voilà, des injustices climatiques, des injustices que l'on fait contre les femmes, contre les jeunes qui n'ont effectivement parfois qui n'ont que des embûches devant eux et qui ne peuvent pas avancer dans la vie. Je pense que cette capacité de dire non nous permet justement d'avancer vers un changement systémique, de dire qu'il ne s'agit pas seulement de réduire par exemple la pauvreté, mais de réduire les causes de la pauvreté. Et c'est ça qui nous anime, et je pense qu'en plus quand on a la chance d'être dans une grande fondation, en plus dans un groupe qui est la première banque européenne et qui a la chance d'être présent dans 67 pays dans le monde, je crois que voilà, qui dit grand groupe dit grande responsabilité. Donc il faut aller vers ce changement systémique et pas se contenter d'une politique de sparadrap. Et dans tout ce que vous avez mené, est-ce que vous avez aussi rencontré des échecs? Parfois, on apprend d'ailleurs plus avec d'échecs que de réussites. Oui, est-ce qu'il y a une ou deux choses que vous aimeriez partager avec nous? Ah oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, c'est vrai que quand on me présente, on dit souvent journaliste, ancienne journaliste, etc. Moi, je voudrais dire que j'ai été aussi chômeuse à 2 reprises. Je voudrais dire aussi que je suis mère de famille et effectivement très engagée, citoyenne depuis très très longtemps. Je pense que c'est aussi le fait d'avoir eu ce luxe et ce privilège incroyable d'être arrivée à Canal+ à l'âge de 26 ou 27 ans. Et très vite, je me suis rendu compte que cette vie où on côtoie des stars, où on peut interviewer Martin Scorsese le matin, rencontrer Catherine Deneuve l'après-midi et aller à un dîner avec Sophie Marceau le soir ou être avec Sharon Stone aux Oscars, c'est pas la vraie vie. Et ça m'a vraiment donné une espèce de frisson et de conscience d'aller faire parfois juste 3 stations de métro et d'aller avec Cinéma pour tous montrer des films à des jeunes qui n'allaient jamais au cinéma et qui n'avaient jamais de distraction. Et c'est vrai qu'il suffit d'aller vraiment à 15 minutes de Paris pour se rendre compte qu'il y a des gens qui vivent dans des bars HLM, qui n'ont même pas de terrain de foot et qui n'ont vraiment rien. Il y a ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Donc je ne dirais pas qu'on vit dans une forme d'apartheid, mais il y a quand même parfois des situations très frappantes. Et je crois qu'en plus, en apportant de la beauté, de la culture, du cinéma, puisque c'est ma passion, moi, le cinéma, en fait, a vraiment changé ma vie. Ça m'a donné des raisons de vivre, ça m'a donné des impulsions incroyables, ça m'a ouvert sur le monde et c'est ce que j'ai envie de faire partager. Je crois que c'est vraiment une forme d'éducation. Et les jeunes peuvent apprendre beaucoup, à la fois en forme de culture générale, mais aussi ils peuvent apprendre des valeurs, et notamment des valeurs républicaines. Ça leur donne des repères très forts. Le cinéma est un outil que je trouve absolument extraordinaire, qui peut vraiment améliorer la vie des gens, mais pas seulement. Ça leur donne la capacité d'être éveillés, de garder un esprit critique. Et franchement, je pense que c'est comme ça que je suis devenue vraiment engagée dès les premières années quand je suis arrivée à Canal. Avec visiblement un sens du réel, en fait, parce que quand vous parlez effectivement de ces années cinéma qui étaient des années très... Je ne vous ai pas parlé de mes échecs, pardon, du coup je me suis embarquée dès que je parlais de cinéma. Mais qu'est-ce que j'ai échoué? Non, j'ai échoué, oui, il y a des émissions que j'ai vraiment ratées, même des projets que je n'ai pas su mener bien. Voilà. J'ai une émission que j'ai faite à France Inter qui n'a duré qu'1 an et qui n'était pas très très bien ficelée, qui s'appelait Les Affranchis. J'étais ravie d'ailleurs d'avoir pris un titre de film pour cette émission. Mais certains font mieux que moi ce métier qui est ce job qui est à la fois journaliste, animateur et de manier un peu l'impertinence. Donc j'ai eu de très très beaux modèles quand j'étais à Canal, notamment avec Les Guignols ou avec Carl Zero. Mais c'est un métier, l'impertinence, et Stéphane Bern avec Le Fou du Roi a vraiment fait ça bien mieux que moi. Et là, franchement, ça a été un sacré échec pour moi. De ne pas être impertinente. Oui, je ne savais pas faire ça. Mais alors revenons à ce que je voulais vous demander. Quand vous racontez donc, ces années assez glamour d'interviews des plus grandes stars du monde et ce sens du réel, des 3 stations de métro, cette conscience-là,
C'est quoi? C'est votre éducation qui vous l'a donné? Oh non, franchement, c'est ce que nous sommes, nous, Djaleh. Je pense que nous, les femmes, on est comme ça, on est structurées comme ça. Enfin, moi, j'ai effectivement passé beaucoup de temps à côtoyer un tel, et j'ai eu la chance dans ma vie même de côtoyer des chefs d'État, des ministres, des chefs d'entreprise comme vous, avec tous les gens que vous interviewez. Mais le soir, je fais toujours mes courses et voilà, et j'ai toujours fait ça. Je m'occupe toujours de mes enfants. Ouais. Et donc, je pense que très naturellement, les femmes sont tournées vers le réel, sans doute aussi par leur manière de vivre au quotidien, de s'occuper d'une maison, de s'occuper d'enfants, etc. Donc, je ne dis pas qu'elles sont assignées à ce rôle et bienvenues pour le partage des tâches. Mais voilà, quand on se retrouve avec son paquet de lessive et son paquet de papier toilette sur le trottoir, voilà, on ne peut pas jouer à la star et on est dans le réel. Et puis par ailleurs, moi, il y a peut-être quelque chose qui m'anime, c'est une grande curiosité. Je ne sais pas si c'est le fait d'être issue de deux cultures différentes, avec un père voilà, originaire d'Italie et ma mère était des Antilles. Des Antilles. Mais peut-être que ça m'a donné effectivement une manière de voir le monde plutôt à 360, avec ce choc des spaghettis et des acras de morue le soir à table. C'est comme ça que j'ai grandi en tout cas. Mais j'ai toujours été très curieuse. Donc le fait de prendre le métro pour aller dans des quartiers que je ne connaissais pas, c'est quelque chose que j'ai fait depuis l'âge de 13-14 ans. Le biculturalisme, si ça se dit comme ça, ouais. Une force ou une fragilité? Moi, je crois que c'est une force incroyable. Et je le dis et je le redis à tous ceux que je croise dans le cadre de mes activités et qui sont parfois, on voit bien quand on est adolescent, on n'est pas toujours très bien dans sa peau. Mais je leur dis que c'est une force de parler une autre langue. S'ils parlent arabe, turc le soir à la maison avec leurs parents, c'est vraiment, d'ailleurs c'est prouvé scientifiquement, hein, ça permet d'activer des zones des deux hémisphères du cerveau beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus actif que chez d'autres qui ne parlent qu'une seule langue. Et surtout, c'est une richesse incroyable. Donc il ne faut pas rentrer dans le jeu de certains partis extrémistes qui nous disent choisis ton camp, choisis ton pays, t'es français, t'es marocain, etc. Je pense qu'il faut vraiment se dire que c'est une chance pour eux, mais c'est une chance surtout pour notre pays. D'être un pays où il y a autant de cultures, autant de différences culturelles, ça ne peut être qu'un atout pour notre pays. C'est une richesse incroyable. Et ça, je l'ai constaté dans le métier que j'ai exercé à Unifrance, où la mission était d'exporter, de faire la promotion du cinéma français à travers le monde. Le monde entier nous voit comme un pays de la diversité. C'est assez incroyable et on s'en rend vraiment plus compte quand on voyage. Donc en France, certains ont du mal à comprendre qu'on puisse s'appeler seulement Jean-Claude et Maurice. Non, les Français s'appellent Jean-Claude, Maurice, Mohamed, Carla, etc. Donc cette diversité, elle est en plus la preuve d'un grand succès puisque pour parler du cinéma, voilà, on peut citer quelques noms de réalisateurs, de Roman Polanski, Costa Gavras, mais il y en a beaucoup, etc., qui sont venus en France, où on peut remonter encore un peu plus loin et parler de Modigliani, Picasso et de tous ceux qui sont venus à Montparnasse dans les années 20. Et c'est cette richesse-là qui a fait un espèce d'incubateur à l'époque et qui continue de le faire. Il y a des quartiers où il y a beaucoup de mélange et c'est là que sont les talents. C'est là où il y a la vie et les talents, effectivement. Revenons un petit peu au monde de l'entreprise. Donc, entreprise engagée, ça on a compris. Ouais. Lieu de mixité aussi, lieu de mélange aussi, des cultures absolument. Aussi. L'entreprise, moi, ça me passionne parce que c'est une micro-société. C'est vrai. Donc, je reste finalement, vous savez, journaliste un jour, journaliste toujours. Et je sais à qui je dis ça. Mais effectivement, pour moi, c'est un terrain d'observation extraordinaire. Et de l'être, en plus, chez BNP Paribas, qui est une très, très grande entreprise. Et dans 67 pays, je crois, vous avez 67 pays, 200 000 salariés, 54 000 salariés. Une représentation extraordinaire. C'est une micro-société. Exactement. Et si on veut justement transformer la société, transformer l'économie si possible aussi, eh bien on commence par transformer l'entreprise. Et c'est une force, c'est un levier incroyable de pouvoir le faire avec des collaborateurs qui sont, comme bien souvent on le voit dans la société actuelle, très très engagés. On a la chance d'être une des entreprises qui a le plus grand nombre de mentors. On s'était fixé un objectif de 1000 mentors pour l'année 2022. On en a, je crois, au dernier comptage, 953. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir tous les âges et surtout cette jeune génération qui a envie de s'engager, qui a envie d'arriver le matin au bureau et de dire « Ok, si je passe 2-3 heures avec les Restos du Cœur ou si je vais voir les banques alimentaires ou si je vais faire un petit truc là pour le secours populaire, voilà, je prends un an de ma vie, je fais un mécénat de compétences. » Moi, je trouve ça absolument incroyable. Moi, ils m'épatent beaucoup, ces salariés, parce qu'ils donnent du sens justement à leur travail. Ce que j'allais vous dire, on a l'impression qu'il y a une vraie recherche de sens aujourd'hui. Alors, on le dit des plus jeunes, comme vous le disiez tout à l'heure, des jeunes générations qui arrivent, ils ne peuvent pas accepter qu'il n'y ait pas de sens
ce que nous, on trouve très bien, Ouais. même si on est beaucoup plus âgé. Mais je crois que c'est assez général, finalement, dans les entreprises. Il y a une recherche de sens. C'est ce que vous constatez aussi, Je le vous? constate et je m'insurge un peu contre ces modes où on parle de quiet démission, etc. Il y a la démission douce ou la flemme. On parle aussi d'une génération, surtout Oui. en France, un peu flemmarde, etc. Moi, je ne vois en tout cas Mm. que des gens, et on le voit dans les statistiques, hein, j'ai cité cette enquête qui a été faite par l'Institut de l'engagement, mais il y en a beaucoup d'autres où on voit qu'effectivement, il y a une diversité d'engagement. Il y a plusieurs causes, ce n'est plus voilà, bénévole au Resto du Cœur pendant 20 ans, on fait plein de choses, plein d'engagements différents, mais ils sont extrêmement actifs. Et ils ont une forme de radicalité, on retrouve donc l'éloge du non et l'éloge effectivement de la colère que l'on peut faire parfois, parce que je trouve que cette génération, moi, m'inspire beaucoup. J'ai la chance d'avoir 2 grands ados qui me font me questionner, mais surtout je vois qu'ils vont plus vite que nous sur les questions du féminisme, sur l'écologie, sur la manière de mieux se nourrir. Moi, je pensais qu'on était dans la génération des hamburgers. En fait, non. Et, on n'a jamais vu autant d'explosions depuis 8-10 ans de petites échoppes, de street food ou même d'endroits où effectivement on peut quand même à peu près bien manger. Et ça aussi, c'est vraiment très, très instructif de voir comment ils arrivent vraiment à trouver des leviers pour innover, trouver des inventions pas possibles, pour vraiment accélérer. Et vous avez l'impression que votre engagement apporte à votre entourage? Vous avez parlé de vos 2 grands ados, vous avez d'autres personnes autour de vous. Est-ce que la femme que vous êtes et son engagement jouent un rôle dans la vie de ceux qui vous entourent, d'après vous? J'en ai aucune idée, et en même temps vous avez parlé d'échec, et je pense que sans que ce soit un échec dans ma vie, ça ne cesse de me questionner. Ma vie est un point d'interrogation, parce qu'effectivement je ne sais pas comment transmettre l'engagement. Et j'en ai beaucoup parlé à l'époque où je discutais de ça avec Martin Hirsch aussi, avec l'Institut de l'engagement, qui est une magnifique association. Mais je me suis dit, mais est-ce que l'engagement, ça s'apprend? Comment est-ce qu'on peut transmettre cette valeur-là? C'est pas parce que vous avez une mère ou un père engagé que vous avez en même temps des enfants engagés. Alors, je vous rassure, ils ne sont pas égoïstes, mais ils sont un peu engagés. Mais je n'ai pas encore trouvé vraiment la réponse à la question plus généralement, pour qu'on ait justement une génération de jeunes qui décident de s'engager. Mais peut-être que c'est l'Institut de l'engagement qui est la réponse, peut-être que ça s'apprend, ça s'apprend à l'école. Il y a beaucoup d'associations qui essayent de faire en sorte qu'il y ait plus d'empathie dès la maternelle, dès l'école primaire, etc. La fondation BNP Paribas a la chance d'aider aussi la grande association de Forest Whitaker qui est présente dans plusieurs pays aux États-Unis et qui s'installe là d'ailleurs bientôt en Seine-Saint-Denis et qui justement apprend aux jeunes, c'est venu d'un héritage effectivement de l'expérience qu'il a pu avoir avec les gangs à Los Angeles, mais qui apprend vraiment les formats de non-violence, de tolérance et de communication pacifique, etc. Je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre sur la relation humaine, même au bout de 21 siècles. Et dans les entreprises, est-ce que le leader, ou ceux qui sont tout en haut, disons les leaders, est-ce qu'ils ont un rôle incontournable dans l'engagement de l'entreprise? Oui, bien sûr, je pense qu'un leader doit être exemplaire, pas seulement par son engagement, mais aussi par son attitude, son éthique personnelle, etc. Et je pense qu'effectivement, c'est un rôle de rôle modèle, comme on les appelle. Et j'aime bien cette définition que j'ai déjà entendue, je crois d'ailleurs, avec les entreprises s'engagent, c'est qu'il y a l'entreprise d'hier et il y a l'entreprise de demain qui, elle, est engagée. L'entreprise de demain, c'est une entreprise engagée. Et elle est géniale parce qu'elle vient de me faire ma question d'après. Évidemment, journaliste un jour, journaliste toujours, c'est elle qui l'a dit. Je vais quand même la poser, Isabelle. Oui, mais c'est parce que je l'ai beaucoup entendue, on me l'a beaucoup répété. L'une des devises des entreprises s'engage et demain, l'entreprise sera engagée ou ne sera pas. Oui, c'est une belle formule. Je trouve que c'est une formule qui dit bien ce qu'elle a à nous dire, là aussi de manière très claire. Et je crois qu'il y a vraiment le monde d'hier et le monde d'après, il se construit. Ce n'est pas juste une chimère ou une formule de journaliste. Et je pense que dans le monde d'après, ou même déjà dans le monde d'aujourd'hui, on voit bien que l'entreprise qui gagne, l'entreprise qui sera performante, c'est l'entreprise qui sera engagée. Et à quoi elle ressemblera ? L'entreprise engagée, un quotidien d'un employé dans une entreprise engagée, c'est quoi ? Peut-être qu'elle ressemblera à Patagonia avec un patron qui décide de céder toutes ses parts à des associations humanitaires plutôt que de les donner à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle ressemblera à BNP Paribas qui est quand même un modèle d'engagement. Je ne le dis pas parce que voilà, moi je viens d'arriver, je n'ai pas encore fait grand-chose. Mais effectivement, je pense que c'est un modèle qui est prouvé. C'est la première fondation d'entreprise en France, première direction de l'engagement, etc. Donc du coup, je pense que c'est une entreprise où on voit que les salariés
ont trouvé du sens à leur travail et sont eux-mêmes engagés par un certain nombre de méthodologies et de process, que ce soit le mécénat de compétences, le fait de pouvoir aller travailler 2-3 heures et de faire du volontariat sur ces heures de travail. Voilà, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites aux collaborateurs qui peuvent comme ça trouver du sens, de savoir qu'il existe. Quand je vois les startups, par exemple, qui se créent, j'ai un exemple récemment que j'ai vu en Allemagne, avec 3 trentenaires, hein, comme on les connaît maintenant, qui ont monté des startups, voilà, ceux qui arrivent en skateboard et qui mettent une casquette à l'envers sur la tête. La première décision qu'ils ont prise en créant leur start-up, c'est de dire on va mettre 60 millions d'euros dans une fondation et on va essayer de lutter contre le dérèglement climatique. Donc vous voyez, ça, pour moi, ça c'est la génération de demain aussi. Ça, c'est l'entreprise de demain. Ça. Elle est engagée. Elle n'est pas déconnectée. Dans des combats très identifiés. Ouais. Est-ce que cette entreprise sera toujours obsédée du profit? Moi, je ne crois plus trop à la formule de Milton Friedman où on nous disait qu'effectivement, la recherche unique du profit, de la croissance, était l'obsession de l'entreprise. Oui, on a l'impression que c'est le modèle d'hier aussi. Je pense, voilà. C'est ce que les gens nous disent ici, en tout cas. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus se passer de croissance, parce qu'en fait, une fondation, c'est quoi? C'est expérimenter, prendre des risques, rendre possible l'impossible, hein, comme je l'ai entendu aussi chez BNP Paribas, mais c'est surtout se dire qu'on teste des tas de choses. Ça peut marcher, là aussi ça peut échouer, mais ça peut aussi très très bien marcher. Et ça, c'est quoi? C'est la définition de l'innovation. Donc je pense que tous ces modèles, cette logique de marché, il ne faut pas non plus l'envoyer valser avec l'eau du bain, si je peux m'exprimer ainsi. Je pense qu'il faut quand même garder des considérations qui ne fassent pas l'éloge du capitalisme d'hier, mais je pense qu'il y a, pour employer des grands mots, un capitalisme engagé, un capitalisme à visage humain qui peut avoir sa place. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu. J'ai fait quantité d'émissions quand j'étais à France Inter sur « Y a-t-il une alternative au capitalisme ?» Et j'ai vu défiler tous les plus grands économistes de droite, de gauche, du centre, etc., de France et de Navarre. Et je n'ai toujours pas la réponse à cette question. Donc en tout cas, ce que je vois bien, c'est que je ne sais pas si l'entreprise de demain elle sera capitalistique ou je ne sais pas comment elle sera d'un point de vue financier, mais elle sera forcément l'expression d'engagements divers et variés. Génial. Merci beaucoup Isabelle, on arrive presque au terme de cette interview. C'est trop court. C'est vrai, ça passe trop vite. Ce sont des vastes questions. Bon, on se reverra, j'en suis sûre. Je finis la question avec des questions un tout petit peu différentes qui me viennent de 20 Questions to the World. Donc je vais vous les poser, il y en a 4. Avec qui aimeriez-vous prendre un café? Barack Obama. Ah, c'est pas encore fait? Oh non, non. Barack, non. si tu nous écoutes, ben je vous le souhaite. Si vous deviez écrire un livre aujourd'hui sur le monde actuel, quel serait son titre? C'est peut-être le livre que j'essaye vraiment péniblement d'écrire et de terminer. Comment le cinéma peut changer les mentalités et les comportements. Ah, ça c'est vraiment votre livre. Ah, si on m'avait dit qu'il a écrit, j'aurais trouvé l'auteur en tout cas. Si vous pouviez faire n'importe quel métier, sans rapport avec l'argent ou un quelconque besoin, mais vraiment n'importe quel métier, ce serait quoi? Cuisinière et dans une cantine avec plein d'enfants. J'adore les enfants et j'adore faire la cuisine. Je suis très gourmande et j'adore manger. Donc voilà, il y aurait un peu toutes mes passions à la fois. Magnifique ça. Et vous, si vous pouviez poser une question au monde entier, elle serait quoi? Cher monde, mais qu'est-ce que tu attends pour aller vers celui qui ne te ressemble pas? Qu'est-ce que tu attends pour t'engager? Qu'est-ce que tu attends pour réparer cette planète qui va si mal? Bah, super. J'espère que Cher Monde a entendu. Merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup Djellé. À très bientôt. C'était très agréable. Merci. Merci, au revoir. Bon, et tous mentors et tous engagés. Hein. Tous mentors, tous engagés.